Le 28 mai dernier, j'ai été jugé à Paris pour contestation de crimes contre l'humanité. Dans son compte-rendu, Rivarol souligne que ce procès restera sans nul doute dans les annales du tribunal comme l'une des pires séances d'humiliation jamais vécues par les diverses parties de l'accusation. Pourquoi ? Parce que j'avais choisi de tout assumer sans esprit de recul. J'ai été jugé pour une vidéo du 7 octobre 2019 qui présentait mon ouvrage « Pourquoi Hitler était-il antisémite ?». Face à moi se tenaient le ministère public et 4 associations. La LICRA, l'Observatoire juif de France, l'Organisation juive européenne et le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. Disons-le tout de suite, je ne nourris nulle aversion à leur encontre. Car je le sais, leur action contribue à alerter certains Français qui s'interrogent. Pourquoi cet homme subit-il la répression et pourquoi persiste-t-il ? Si elles sont de bonne foi, alors ces personnes s'intéressent à mon œuvre et concluent. Voilà pourquoi je ne considère pas ces associations comme des ennemis, mais comme des alliés qui, bien malgré elles, agissent pour la cause que je défends. D'où mon absence de haine et même de colère à leur encontre. Mon avocat n'ayant pas pu venir, je me suis défendu seul. Au début de l'audience, j'ai déposé un mémoire de défense. La première page dévoilait mon état d'esprit. Je ferai front, sans esprit de recul. Ainsi, lorsque le président souligna que la loi Guessot interdisait de tenir des propos révisionnistes, j'ai répliqué « Non, la loi n'interdit rien. Elle prévient que si vous tenez ces propos, alors vous serez puni. Je l'accepte. J'assume tout, j'enfreins cette loi, j'en ai conscience et je ne demande aucune mansuétude de la part du tribunal. » « Vous récidiverez donc, fit le président. Pour répondre, j'ai montré un manuel scolaire de morale utilisé voilà plus d'un siècle sous la Troisième République. À cette époque, j'expliquais, on apprenait aux élèves ceci. Plus une vérité nous paraît fondamentale et importante pour la conduite de la vie, plus nous devons chercher à la répandre, mais par l'enseignement, par la plume, par la preuve enfin, jamais par la force. La libre discussion est d'absolue nécessité dans l'ordre des croyances qui se démontrent et qui se discutent. J'ai conclu en disant « Je crois qu'il serait bon de revenir à ce principe sain. Voilà pourquoi je réclame un débat. Tant qu'on ne me l'aura pas accordé, je récidiverai. » Le président répondit alors que le débat avait déjà eu lieu lors du grand procès de Nuremberg. Je l'ai détrompé en expliquant « J'ai lu l'intégralité des 21 tomes des débats. Pour organiser ce procès, les vainqueurs avaient saisi les archives du vaincu. Ils en sélectionnèrent les pièces jugées les plus compromettantes, sans laisser à la défense le droit d'extraire à son tour des documents pour répondre. Le jugement serait définitif. Il serait susceptible ni d'appel ni de révision. Le 26 juillet 1946, celui qui menait l'accusation, le procureur américain Robert Jackson, dévoila la nature réelle de ce procès. Il lança « Les Alliés sont encore techniquement en état de guerre contre l'Allemagne. En tant que tribunal militaire, nous poursuivons l'effort de guerre des nations alliées. » Je conclus « Non, Monsieur le Président, il n'y a pas eu de débat à Nuremberg. Ce fut un lynchage judiciaire. » J'aurais pu ajouter que d'après l'article 21 du statut, le tribunal n'exigerait pas que soit rapportée la preuve de faits de notoriété publique, mais les tiendrait pour acquis. Or, depuis mai 1945, l'existence des chambres à gaz homicides était considérée comme acquise, car les Américains en avaient prétendument découvert à Dachau. Le démenti diffusé un mois plus tôt par Radio Berlin avait été annoncé en quelques lignes seulement, sans aucun commentaire, avec moquerie ou sarcasme par la plupart des quotidiens. 2 mois en outre avant l'ouverture du grand procès de Nuremberg, des témoins venus déposer contre l'ancien commandant de camp Josef Kramer avaient affirmé l'existence de chambres à gaz homicides à Auschwitz.
Annonçant sa condamnation et celle de certains de ses subordonnés, la presse qualifia Joseph Kramer de spécialiste de la chambre à gaz et son médecin subordonné Fritz Klein de docteur qui choisissait les victimes pour les chambres à gaz d'Auschwitz. Voilà pourquoi à Nuremberg, l'existence de ces chambres à gaz fut considérée comme acquise. Aucun débat n'eut lieu. Le tribunal se contenta des aveux ébouriffants de l'ancien commandant d'Auschwitz, Rudolf Höss. À la barre, il avoua, entre autres absurdités, avoir fait gazer 2,5 millions de personnes. Comment, techniquement, un tel meurtre de masse avait-il été possible ? 2 semaines plus tard, Julius Streicher posa la question en lançant « Aujourd'hui encore, je ne puis croire que 5 millions de Juifs aient été tués. Du point de vue technique, je considère la chose comme impossible. Je n'y crois pas, je n'en ai jusqu'ici aucune preuve. » C'était le moment de produire une expertise de l'arme du crime, la chambre à gaz homicide. Mais les Américains et les Soviétiques s'en gardèrent bien, et les magistrats ne leur réclamèrent rien. Dans leur jugement, ils citèrent Rudolf Höss sans aucun recul critique. Voilà pourquoi je l'affirme, à Nuremberg, aucun débat sur les chambres à gaz homicide n'eut lieu. Leur existence fut considérée comme acquise. Après le président, Madame le procureur prit la parole. « Pourquoi vous intéressez-vous tant à cette période ?» me demanda-t-elle. L'objectif était limpide, me faire dire que je m'y intéressais parce que j'étais obsédé par les Juifs. Mais la manœuvre échoua doublement. Dans un premier temps, je soulignais que ma principale pierre apportée à l'édifice révisionniste était mon travail sur l'affaire d'Oradour-sur-Glane. J'ai enquêté plus de 20 ans sur ce drame et j'expliquais. Or, les Juifs n'y jouent strictement aucun rôle. C'est une tragédie franco-allemande. Preuve que je ne suis pas obsédé par les Juifs. Puis j'ajoutais, pourquoi je m'intéresse à cette période ? Tout simplement parce que je suis un militant politique du camp nationaliste. Or, mes adversaires s'appuient sur l'histoire écrite par les vainqueurs de 1945 pour contrer la droite nationale. C'est le fameux slogan « On sait où ça a mené » qui reste utilisé pour former un front républicain. Cette utilisation politique de l'histoire est une évidence. Ouvrez, Madame le procureur, le rapport des assises de la lutte contre l'antisémitisme daté du 28 avril 2025. C'est très récent. On lit « L'introduction de l'histoire dans les programmes scolaires à la fin des années 1980 fut dotée d'une forte dimension civique et politique. La connaissance et la mémoire du génocide des Juifs devaient contrer la montée électorale de l'extrême droite. » C'est clair, mes adversaires ont choisi le terrain de l'histoire pour combattre politiquement. Je n'ai fait que les suivre en descendant sur ce terrain. L'un des avocats me demanda si j'avais une formation d'historien. « Aucune, répondis-je. Je suis ingénieur chimiste de formation, diplômé de l'Institut supérieur de la matière et du rayonnement. » Pourtant, fit le président, sur votre site, vous vous présentez comme un historien. J'enquête sur l'histoire, ai-je répondu, mais mon site souligne que c'est pour réhabiliter le national-socialisme. Il est donc évident que j'agis en militant politique. Mes adversaires oublient que si je m'intéresse à des événements du passé, mes enquêtes sont de nature criminelle. J'agis comme un inspecteur chargé de résoudre des affaires criminelles. En conséquence, j'étudie d'abord la matérialité des faits. À Oradour-sur-Glane, j'ai examiné les cadavres des femmes et des enfants retrouvés dans l'église. J'ai observé le bâtiment tel qu'il se présentait après le massacre. J'en ai conclu que la thèse officielle de l'incendie généralisé est erronée. M'appuyant sur les constats matériels, j'essaie de découvrir ce qui s'est réellement passé. Enfin, je démasque les faux témoins qui ont menti pour occulter les responsabilités véritables. Il en va de même à Auschwitz, camp devenu le symbole de l'Holocauste. La thèse officielle prétend que dans les grandes chambres à gaz, les granulés mortels étaient déversés par 4 orifices pratiqués dans le plafond. Après d'autres, j'ai été vérifié sur les ruines du crématoire 2. J'ai examiné non seulement le toit, mais aussi le plafond, après m'être introduit dans la pièce par une anfractuosité.
Je n'ai découvert aucun orifice d'introduction du Zyklon B, seulement des craquelures provoquées par l'effondrement du toit. Pour cela, nul besoin d'être historien. Il suffit d'examiner la scène du crime. Interrogé ensuite sur mes revenus, j'ai expliqué vivre de cours particuliers qui me rapportent quelques centaines d'euros par mois, ce qui me suffit puisque je suis hébergé gratuitement par Jérôme Bourbon. Questionné sur mes livres vendus via mon blog, j'ai souligné que l'argent retiré de leur commerce revenait à l'animateur du blog dont je refusais de dévoiler l'identité. Ceux qui me connaissent savent que mes réponses sont le reflet de la vérité. Dénué de toute appétence pour le commerce, entièrement dévoué à la cause que je défends et aux élèves que j'épaule, n'ayant pour seule distraction que le vélo et l'aquarelle, je vis très simplement, confiant dans la providence pour m'apporter ce dont j'ai besoin. L'audience se poursuivit par les réquisitoires des 3 avocats des parties civiles. Tous s'offusquèrent de me voir utiliser le tribunal comme une tribune en présence de mon fan club. Leur attaque porta essentiellement sur 3 fronts. Me rendre co-responsable de la montée de l'antisémitisme en France, me contester toute compétence en matière d'histoire et alléguer que j'agirais par haine. Soulignant que depuis 2 ans, l'antisémitisme avait explosé, une avocate invoqua la toxicité de M. Renoir et m'accusa d'être un danger public. Maître Oudi Bloch renchérit. Après m'avoir présenté comme un prof de maths déchu qui vomit sa haine du juif à longueur de journée, il allégua que le révisionnisme était une entreprise de mensonges et qu'en niant un génocide revendiqué ou avoué par les nazis, je me révélais plus nazi que les nazis. Sa collègue ajouta que Vincent Renoir n'était pas historien, mais tout juste diplômé de physique de ce qu'il dit. Par conséquent, il n'était pas question de m'accorder le débat que je réclamais. Elle précisa: « Cette page de l'histoire ne peut pas être relue ni revisitée. Cette page de l'histoire, c'est l'histoire. » Emboîtant le pas, Madame le procureur déclara qu'ingénieur chimiste de formation, je n'avais aucune légitimité académique pour écrire des livres sur l'histoire. Puis elle lança: « Cette période est un objet d'étude, pas un objet de débat ni de discussion. » Rien donc n'a changé depuis la déclaration des 34 historiens qui, en février 1979, avaient répondu au professeur Forisson. Il ne faut pas se demander comment, techniquement, un tel meurtre de masse a été possible. Il a été possible techniquement puisqu'il a eu lieu. Tel est le point de départ obligé de toute enquête historique sur ce sujet. Cette vérité, il nous appartenait de la rappeler simplement. Il n'y a pas, il ne peut y avoir de débat sur l'existence des chambres à gaz. Pour justifier cette entorse scandaleuse, mais ô combien révélatrice, à la liberté de recherche et de publication, les censeurs sortent leur éternel joker, la haine antisémite qui animerait celui dont ils veulent obtenir la condamnation. L'avocate de la LICRA, Galina Elbaz, me qualifia de boutiquier de la haine. De son côté, le procureur préféra l'expression professionnel de la haine et ajouta « Monsieur Renoir fait de la haine son fonds de commerce ». D'où ses demandes de prison ferme. Maître Bloch émit l'espoir que le tribunal sanctionnerait Vincent Renoir au maximum, 45 000 € d'amende et 1 an de prison ferme. Sa collègue précisa « Au moins, derrière les barreaux, il ne pourra pas diffuser ». À cela s'ajoutent les peines pécuniaires, car pour les avocats des parties civiles, le doute n'est pas permis. Je vis grassement des bénéfices du révisionnisme. La preuve, interrogé, l'administration fiscale française répond qu'elle perd ma trace en 2015. C'est oublier que cette année-là, je me suis exilé en Angleterre où j'ai créé une entreprise unipersonnelle de cours particuliers pour laquelle je payais chaque année des impôts. Mais qu'importe aux avocats, je suis un boutiquier de la haine qui s'enrichit avec des revenus clandestins. D'où la nécessité, disent-ils, de frapper là où ça fait mal, c'est-à-dire au porte-monnaie. Chaque association demanda plusieurs milliers d'euros de dommages et intérêts, auxquels s'ajoutent des frais de justice. La LICRA se distingua en réclamant davantage. Motif invoqué, l'augmentation de la haine contraint cette association à engager davantage de personnel qu'il faut rétribuer.
L'avocate qui représentait l'association demanda donc 10 000 € de dommages et intérêts et 3 000 € de frais de justice. De son côté, le procureur réclama 8 mois d'emprisonnement, 5 000 € d'amende, ainsi qu'une peine complémentaire pour informer son audience qu'il a été condamné à cette audience. Cette peine consisterait à financer, à mes frais, la publication dans 3 grands quotidiens d'un encart informant le public de ma condamnation. On croyait l'audience terminée, mais le président m'invita à résumer à la barre le mémoire en défense que j'avais déposé en début d'audience. En une vingtaine de minutes, dans un exposé clair, précis et concis, j'ai alors pu balayer une par une les calomnies des parties civiles. Aux accusations d'utiliser le tribunal comme une tribune, j'ai répliqué « Je n'ai jamais demandé à comparaître ici. Ce sont ces associations qui ne cessent de m'y traîner. Si je m'exile pour fuir la justice, elle me traite de lâche. Si je me présente, elle me reproche de me défendre. Quelle impudence !» Aux accusations d'avoir des fonds secrets, je n'eus aucune difficulté à démontrer mon mode de vie simple. Je n'ai ni domicile, ni voiture, ni bien de valeur. Je suis un mort-vivant social qui n'a même pas sa carte vitale. Renoir riche, à d'autres. Au reproche de ne pas être un historien de formation, j'ai rappelé l'exemple de Jean-Claude Pressac. En 1993, il fut porté au nu pour son ouvrage « Les crématoires d'Auschwitz », censé apporter la preuve définitive de l'existence des chambres à gaz homicides à Auschwitz. La presse fut alors unanime. Grâce à Pressac, on avait enfin la vérité sur Auschwitz. Son travail était sans appel, et les révisionnistes étaient mis au tapis. Eh bien, lançai-je au tribunal, Jean-Claude Pressac n'était pas historien, mais pharmacien. Si lui pouvait écrire sur les chambres à gaz, alors pourquoi ne le pourrais-je pas? Mes adversaires manquent de cohérence. Ils disent tout et son contraire, suivant les conclusions auxquelles vous parvenez. Au sujet de l'antisémitisme virulent dont je serais animé, j'ai repoussé cette accusation. Sachant toutefois que je ne serais pas cru, j'ai mis les juges au pied du mur en reprenant la dialectique antiraciste. Cette dialectique, ai-je expliqué, demande de ne jamais juger l'autre à l'aune de ses préjugés ou en n'écoutant que la partie adverse. Elle invite à écouter l'autre pour apprendre à le connaître et découvrir ce qu'il est réellement. Eh bien, ajoutai-je à l'adresse des magistrats, c'est ce que je vous invite à faire. Avant de me juger, écoutez-moi pour connaître mon véritable message. J'ai commencé en citant une vidéo récente du nationaliste Philippe Ploncart-Dassac, pourfendeur de la judéo-maçonnerie. Il critique mes positions et s'interroge. Voulez-vous me dire à quoi sert ce Vincent Renoir? Car pour lui, en tant que judéo-indifférent, je ne sers à rien. J'ai ensuite souligné que d'après l'Organisation juive européenne, à mes yeux, un complot juif expliquerait l'apparition et la persistance du mythe des chambres à gaz. Je reprendrai donc à mon compte, d'après cette organisation, la thèse antisémite du complot juif. Pour répondre à cette calomnie, j'ai renvoyé les juges à ma vidéo de 2021 sur l'origine des 6 millions chambres à gaz. À aucun moment, je n'y invoque un prétendu complot juif. Les pages suivantes de mon mémoire résumaient cette vidéo capitale. Pendant que je les feuilletais, je déclarais « En face, on m'accuse d'expliquer l'émergence du mythe des chambres à gaz par un complot juif. Bien au contraire, j'ai toujours expliqué que, dans cette affaire, les juifs ont joué un rôle mineur. La responsabilité des Alliés est écrasante. Ce sont eux qui ont exploité des rumeurs pour justifier leur croisade d'anéantissement du Troisième Reich et pour occulter leurs propres crimes de guerre, en particulier les bombardements de terreur. Les sionistes n'ont fait qu'exploiter une situation qu'ils n'avaient pas créée. Mais c'est un fait. Depuis 1944, ils se servent de la propagande alliée pour justifier la création et le maintien d'Israël. J'ai alors cité plusieurs sionistes, dont Chaim Weizmann lui-même, le futur président de l'État d'Israël, Joseph Kessel et l'ancien Premier ministre israélien Ehud Olmert. Enfin,
Aux accusations de contribuer à l'augmentation des actes antisémites, j'ai porté l'estocade finale en rétablissant 2 faits largement passés sous silence par l'accusation. 1. Depuis 30 ans que je propage le révisionnisme, aucun acte jugé antisémite n'a pu m'être imputé, directement ou non. Le seul acte portant mon nom concerne Oradour, affaire dans laquelle les Juifs sont absents. Pour tenter de me présenter comme un individu très dangereux, l'avocate de la LICRA avait prétendu que les 4 jeunes néo-nazis jugés en 2023 pour des projets d'attentat figuraient parmi mon public. Je répliquais qu'il n'en était rien, et j'avais raison. Ces jeunes voulaient venger les attentats islamistes. Lors de son procès en appel, le chef de la bande expliqua que ces attentats avaient provoqué sa radicalisation. Bref, mes exposés n'étaient pour rien dans ce drame. J'aurais pu inviter le tribunal à lire cette étude sur la menace de l'extrême droite. Plusieurs cas concrets sont décrits. Jamais mon nom n'apparaît en tant qu'instigateur ou même inspirateur. Soucieux de ne pas fatiguer le tribunal, je l'ai renvoyé à toutes les vidéos que je diffuse depuis des années sur la question juive. J'en ai cité 2. La première date de septembre 2018. À ceux pour lesquels tous nos malheurs résulteraient d'un complot judéo-maçonnique, je lançais « Veuillez me pardonner ma brutalité, mais je le dis franchement, cette démarche allie malhonnêteté et mensonge. La thèse du grand complot judéo-maçonnique ne sert pas à nous réveiller, mais à nous empêcher de réfléchir à qui nous sommes vraiment, pourquoi nous en sommes là, et à nous déculpabiliser de nos actes, nous soulager de nos responsabilités. Pourquoi tant de guerres? Pourquoi la famine? C'est la faute des Juifs. Pourquoi poser ainsi cette question, en désignant les Juifs, alors que nous en sommes tous responsables par notre bêtise et nos inactions? Un humain en pleine possession de ses moyens n'accuserait pas les Juifs d'être la cause première de tout. Un humain responsable en prendrait l'entière responsabilité et passerait le reste de son temps à agir pour dénoncer ce qui ne va pas et modifier cela, quitte à donner sa vie pour cela. 3 ans plus tôt, j'avais ainsi conclu une série de vidéos sur les protocoles des sages de Sion. Ma conclusion pour finir sur le complot, c'est celle-ci. Les thèses conspirationnistes désignent un ou plusieurs boucs émissaires afin de convaincre que tous nos problèmes viendraient de méchants agents extérieurs. Ces thèses contribuent donc à susciter la haine pour éluder nos propres responsabilités. Or, on ne construira rien de viable de cette façon. Hitler s'est trop focalisé sur la question juive. Il aurait dû s'arrêter avec les lois de Nuremberg en 1935. Oui, je suis un national-socialiste, mais je ne veux pas commettre à nouveau les erreurs du passé. Voilà, ai-je dit au juge, la personne que les partis civils présentent comme un homme qui vomirait quotidiennement sa haine du juif. Quelle pantalonnade! Puis-je démontrer que la montée de l'antisémitisme en France s'expliquait par les événements au Moyen-Orient? Je citais tout d'abord Ulrich Beck, professeur de sociologie à l'université de Munich. Le 28 novembre 2003, il expliqua qu'en raison notamment de notre culture télévisuelle globalisée, le conflit israélo-palestinien était devenu un phénomène intérieur au pays de la communauté européenne. L'intifada sort de ses frontières. Ce que l'armée israélienne fait en Palestine entraîne partout des attentats terroristes contre des juifs. Le conflit israélo-palestinien, conflit extérieur, éclate à l'intérieur des pays de la communauté européenne et vient menacer le compromis national sur lequel repose l'équilibre entre juifs et non-juifs. Je citais Nona Mayer, spécialiste de l'antisémitisme au CNRS, qui déclare « La remontée des actes et des violences antisémites à travers toute l'Europe commence en 2000 avec la seconde intifada. Juste avant, les actes antisémites étaient devenus quasiment résiduels. » Je montrais des graphiques qui confirment ces propos. L'explosion des actes anti-juifs suit toujours les violences commises dans le conflit palestinien. Enfin, j'invoquais un sondage récent de l'IFOP qui interrogeait des membres de la communauté juive sur les causes de la montée de l'antisémitisme. Les résultats sont éloquents, fis-je au tribunal. 73% des juifs interrogés pensent que la montée de l'antisémitisme est due au rejet à la haine d'Israël. 56% aux idées islamistes, 42% aux idées d'extrême gauche et 10% seulement à celles de l'extrême droite.
Preuve que Vincent Renoir ne joue aucun rôle dans la montée de l'antisémitisme. D'ailleurs, les partis civils ne cessent de m'accuser, mais sans avancer aucune preuve. Je terminais ainsi. Je réclame un débat. Pour ce débat, on se rendra à Birkenau sur le toit de la prétendue chambre à gaz du crématoire 2 et on regardera si des trous existent par lesquels les SS auraient déversé le Zyklon B. Le jugement sera prononcé le 11 juillet à 13h30. Je ne formule aucun pronostic. Je remercie celles et ceux qui me soutiennent dans ma mission. Pour moi, pour eux et pour l'avenir, j'irai jusqu'au bout, sans esprit de recul. Merci à toutes et à tous.